Oui, c'est même une des caractéristiques de leur identité politique, on peut dire. Elles s'intéressent énormément à la politique, plus que la moyenne des Français. Elles participent aussi plus que la moyenne des Français. Et elles ont un rapport à des valeurs qui sont très spécifiques. Et en même temps, elles s'intéressent, c'est une autre caractéristique importante de leur politisation, c'est qu'on peut dire qu'elles s'intéressent d'autant plus à la politique qu'elles ont une vision facilement négative de la politique, qui a fait dire à certains auteurs, et je reprends l'expression à mon compte, qu'il s'agit d'une politisation négative. On s'intéresse à la politique pour la dénoncer, en fait, facilement. Alors on voit bien tout le champ couvre une telle posture compte tenu de l'image qu'aujourd'hui la politique. Et c'est vrai que les classes moyennes sont en pointe pour, disons, constater la détérioration de cette image, pour s'acharner contre la classe politique, voire de la corruption à une grande échelle. Bref, elles ont de ce point de vue-là une attitude qui est globalement très négative. Une des explications face à cette défiance, oui, qui est même défiance, oui, eh bien, ça serait justement qu'elles s'intéressent énormément à la politique de manière précise, qu'elles ont d'ailleurs, elles font partie, elles sont loin d'être les seules, mais elles font partie des segments de la population qui ont un capital culturel, un niveau de diplôme, une instruction qui les rend, ou tout du moins qui leur donne le sentiment de pouvoir se mouvoir de manière autonome dans leur formuler des jugements qui ne sont pas des jugements forcément repris de la bouche de leaders auxquels on pense. Donc un ensemble de caractéristiques, elles sont, comment dirais-je, d'autant plus peut-être aussi défiantes vis-à-vis de la politique qu'elles ont participé à des moments historiques différents et de manière très dynamique à des expériences politiques. Il y a probablement aussi un brin de nostalgie dans cette défiance et qui les rend peut-être aussi d'une exigence en dehors du commun par rapport à ce qu'elles en attendent aujourd'hui, plus effectivement la crise économique et les durcissements des conditions de vie qu'elles partagent avec tous les Français et probablement pas au premier rang par rapport à d'autres segments comme les classes populaires, mais disons que la crise économique, ses effets sociaux, les craintes qu'elle suscite renforcent la défiance, on pourrait dire presque naturelle, des classes moyennes. Oui et non. On peut dire qu'il y a un attachement sur le long terme, quand on regarde, un attachement particulier à la gauche, c'est certain, et aux partis de gauche dans leur ensemble, à la gauche en tant que réservoir donc, de vote. Et par exemple, on peut illustrer cette tradition de gauche par le fait que toutes les élections présidentielles que l'on a pu suivre, eh bien, au second tour, c'est-à-dire au tour décisif, lorsqu'un candidat de gauche est présent, eh bien, les classes moyennes ont toujours fait le choix de ce candidat de gauche, que ce soit de justesse ou que ce soit généreusement. Ça l'était d'ailleurs en 2007, lors de la dernière élection présidentielle, puisque si ce n'avait tenu qu'aux classes moyennes, c'est la candidate de gauche qui aurait été élue à la présidence de la République. Donc il y a cette fidélité, en quelque sorte, au camp de la gauche, dès lors qu'il y a des enjeux au sommet, en quelque sorte. Mais il y a aussi des attitudes plus critiques à l'égard des partis qui se réclament de la gauche. Et on peut dire en tous les cas, et c'est peut-être ça qui est l'évolution, de mon point de vue, la plus notoire dans le comportement politique des classes moyennes, c'est qu'elles ne sont plus, comme elles l'ont été pendant longtemps, le soutien indéfectible du Parti socialiste. Il y a aujourd'hui, au sein de la gauche, des formations politiques qui attirent le vote des classes moyennes dans des proportions relativement importantes. Et selon les occasions, on assiste à une dispersion à gauche de ce vote des classes moyennes, et c'est ce qui a l'air de se produire dans la période récente, lorsque l'on regarde les élections européennes de 2009 ou régionales de 2010, au contraire, une concentration
des infidélités, si j'ose dire, des classes moyennes au Parti socialiste, qui se traduisent par une forte attirance vers des partis qui sont aux frontières de la gauche, essayant d'éviter, d'esquiver en quelque sorte l'affrontement gauche-droite. Je veux parler soit des écologistes, Génération écologiste a fait un malheur, si j'ose dire, dans les classes moyennes en 2010, ou bien aussi des candidats ou des listes, des partis centristes qui revendiquent en fait une position qui est le prolongement de la gauche, ou en tous les cas qui s'en tient éloigné dans ce qu'elle a en fait de relations avec des formations partisanes. Ah, écoutez, c'est compliqué parce que je crois que les relations des classes moyennes avec le Parti socialiste sont tumultueuses. Mais pour autant, est-ce que se sont marginalisées au point que, effectivement, que le vote socialiste soit un vote parmi d'autres et finalement peu représenté par les classes moyennes? Je ne le pense pas. Certes, leur esprit critique, leur défiance à l'égard de la politique, comme on le disait tout à l'heure, s'exerce de manière assez vigoureuse. À propos du Parti socialiste, que l'on trouve un parti qui n'a pas su prendre ses responsabilités, qui n'a pas eu les leaders qu'il fallait, qui s'est occupé plus de lui que de son électorat. Bon, tout ça, c'est effectivement à mettre au bilan des déceptions des classes moyennes et du Parti socialiste. Il n'empêche que, comme je vous le disais, lorsque l'on va vers des échéances graves, où il s'agit en fait de se positionner face à des enjeux d'une grande importance, on est là justement sur le chemin de la prochaine élection présidentielle, eh bien, il n'est pas sûr que les classes moyennes, même si c'est avec beaucoup moins d'allant, beaucoup moins ne se comment dirais-je, rallieront pas en dernière instance, peut-être qu'au second tour, à la bannière du candidat socialiste. Tout va dépendre en fait de l'attractivité de l'offre de candidature pour les classes moyennes, et tout va dépendre aussi du positionnement politique que chaque candidat va mettre au cœur de sa campagne présidentielle, qui n'a pas encore commencé, mais qui joue un rôle extrêmement important. Et quand on saura au fond quel est exactement le déploiement de l'offre, sur quels enjeux phares s'affrontent les principaux candidats, et comment ils conçoivent et quel type de réponse ils conçoivent au malaise de la société française dans son ensemble face à cette crise qui nous dépasse largement, à ce moment-là, on pourra peut-être fonder un pronostic sur quelle sera la relation entre les classes moyennes et le Parti socialiste pour l'avenir. Mais je pense que pour le moment, tous les critères d'analyse ne sont pas encore réunis. Ah oui, elles sont courtisées, on peut le dire. Alors, elles sont bien sûr courtisées par les partis de gauche, le Parti socialiste, qui, lorsque, au fond, le candidat maintenant officiel pour l'élection présidentielle, dans son programme, propose en fait de remuscler assez sérieusement le personnel de l'éducation nationale, eh bien, c'est sûr que là, il fait mouche sur un segment important, un univers professionnel important des classes moyennes, ce n'est pas le seul, mais il compte énormément, qui sont ces professions de l'éducation. Lorsqu'il parle effectivement des professions de santé pour les rendre plus présentes, plus nombreuses dans les hôpitaux, là aussi, il va directement taper au cœur de ce qui est ce segment des couches moyennes. Donc il y a évidemment des phénomènes d'attraction de cette nature, mais c'est sûr aussi que les thématiques écologistes sur le développement durable sont de nature aussi à attirer une partie de ces couches moyennes, et que l'on peut faire confiance à un ou plusieurs, je ne sais pas, candidats centristes, pour savoir aussi leur présenter une voie éventuellement séduisante de défense de leurs intérêts, en dehors de ces conflits, ces affrontements au sommet, gauche-droite, qui quelquefois ravivent leur méfiance à l'égard de la politique. Voilà. Ce qui reste en dehors de leurs préoccupations, peut-être c'est intéressant de le rappeler là, c'est tout ce qui est constitué en enjeu autour des questions, par exemple, sécuritaires et d'immigration.
ça ne fait pas partie des domaines qui rencontrent, disons, des attentes de la part des classes moyennes, parce qu'il s'agit d'enjeux qui sont antisécuritaires, anti-immigration, qui sont très extérieurs, si ce n'est en opposition avec les valeurs que les classes moyennes défendent par-dessus tout, qui sont celles d'universalisme, d'humanisme et au fond anti-autoritaire aussi, pour beaucoup. Il est certain que ce déclassement est en tous les cas un enjeu qui peut avoir une influence sur le vote. Il n'empêche que, et pour le moment, avec les données dont on dispose, qui datent un peu entre guillemets, donc qui ne sont peut-être pas d'une actualité suffisante, on a le sentiment que les classes moyennes elles-mêmes ne ressentent pas ce déclassement avec la même acuité et disons, la même inquiétude que d'autres segments de la société, l'électorat en particulier. De ce point de vue, elles se distinguent tout à fait des classes populaires. Et si une partie d'entre elles, les classes moyennes inférieures, redoutent plus qu'elles ne, dans les faits, elles ne soient exposées à ce déclassement, il me semble, en tous les cas avec les données dont on dispose, que pour le moment, il n'y a rien qui peut permettre de dire que ça sera en fait le déclencheur de l'orientation du vote des classes moyennes, ce sentiment de déclassement. Alors jusqu'ici, justement, et c'est l'une des constantes de leur positionnement politique et électoral, les classes moyennes n'ont jamais eu beaucoup d'attirance pour les extrêmes, mais quels qu'ils soient, extrême gauche, extrême droite, disons que les électeurs appartenant aux classes moyennes qui ont produit des votes en faveur d'un des deux extrêmes ont toujours été très minoritaires, parce que justement les thématiques de l'extrême droite centrées autour, jusqu'ici en tous les cas et dans le passé, centrées autour de l'immigration, de l'insécurité, ne sont pas des problématiques qui intéressent au premier chef des classes moyennes. Et en ce qui concerne les formations d'extrême gauche, la radicalisation des comportements et des modes de rapport aux politiques n'a jamais été, qu'ils proposent, n'a jamais été du goût des classes moyennes. Donc il y a toutes les chances que leur choix, en fait, l'éventail des choix en ce qui les concerne, reste limité en dehors, enfin, ce soit contenu en fait en dehors des formations traditionnelles de la gauche, de la droite et des centristes qui s'inviteront en fait dans la prochaine élection présidentielle. Alors, il est vrai, on peut aussi penser que le repositionnement stratégique de la patronne du Front National aujourd'hui, de Marine Le Pen, sur la défense des niveaux de vie, la compassion à l'égard des difficultés que rencontrent les Français dans leur vie quotidienne, puisse attirer, plus que n'attirer les problématiques anciennes, une partie des classes moyennes, c'est de la partie qui se sent la plus fragilisée par les effets sociaux de la crise, c'est-à-dire qui appartient probablement à l'univers du privé, l'univers des grandes entreprises et à ce petit management qui peut-être aujourd'hui est plus atteint que d'autres classes moyennes, en particulier les classes moyennes salariées du public, par cette crise. Mais ça restera probablement dans des proportions très mineures.